Mesdames et messieurs, bonsoir. 210 000 étudiants, près de 18 000 enseignants, environ 320 établissements publics et privés, une quinzaine de cités universitaires, tels pourraient être les éléments essentiels de la carte d'identité chiffrée de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Comment étudie cet effectif d'étudiants? Quelles sont les conditions de vie dans lesquelles évoluent ces universitaires? Quelles sont les réponses que le gouvernement apporte aux différentes préoccupations académiques et sociales des étudiants? RTI 1 reçoit, a sur son plateau aujourd'hui, le ministre Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Dominique Fadegnon est journaliste au quotidien Soir Info. C'est en sa compagnie que nous allons échanger avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Conny. Chers téléspectateurs, vous participez à cette émission en soumettant vos questions à Régis Kofi, qui se trouve au 22 40 12 58. Monsieur le ministre, question d'actualité, quel est l'état de santé de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire ce mardi 26 mars? Non, je voudrais d'abord remercier la RTI, son directeur général et le ministre de la Communication pour l'invitation que vous nous faites d'échanger sur ce sujet important. Je voudrais indiquer que vous avez fait plus ou moins l'état des lieux chiffrés, mais c'est un peu plus de 240 000 étudiants que nous avons aujourd'hui, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est une école qui fonctionne, les cours ont lieu. Nous avons connu quelques moments de perturbation, les choses sont rentrées dans l'ordre. Plusieurs universités ont fini, donc l'année scolaire précédente est en train de commencer les cours pour la nouvelle année. Donc c'est un enseignement supérieur et un système de recherche qui se porte plutôt mieux. Il faut le dire, monsieur le ministre, vous venez d'hériter du dossier de la crise de l'école ivoirienne. D'ailleurs, vous avez présidé la première réunion interministérielle la semaine dernière. Le résultat, on le sait, l'école a repris totalement ce lundi 25 mars. Est-ce que vous avez une recette particulière? Recette particulière? Non, je voudrais remercier le Premier ministre pour la confiance et ensemble avec les autres collègues de l'Éducation nationale et les ministères qui étaient à nos côtés, nous avons essayé de regarder la question donc de l'enseignement secondaire qui connaissait encore partiellement une interruption de cours. Vous savez, c'est le dialogue qui est l'âme privilégiée en pareille circonstance et il faut avoir l'écoute attentive, il faut donc donner de l'espoir. Je crois que les enseignants nous ont compris, ont suivi le gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement a réagi. Quelques premières réponses ont été apportées. Et cette semaine, certainement, un cadre permanent de dialogue sera mis en place par le Premier ministre pour nous permettre de continuer d'échanger avec les enseignants. Et dans la compréhension mutuelle, nous trouverons des solutions. Est-ce qu'on peut dire que l'école ivoirienne ne rencontrera plus de panneaux stop sur sa route pour une année totale? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais j'ai grand espoir que les uns et les autres respecteront leurs engagements. L'État continuera de faire les efforts dans la mesure de ses capacités, mais l'école, ce n'est pas l'affaire que de l'État, c'est les enseignants, c'est les parents, c'est les élèves et les étudiants, c'est tous ensemble, chacun dans le sacrifice consenti que nous parviendrons à obtenir des résultats qui renforcent l'État, parce que l'école, c'est important pour l'État. Dominique a une question sur le sujet. sujet. J'ai une question. Le ministre a parlé tout à l'heure de perturbation, mais je crois que l'oreille n'a pas été très vite attentive, parce qu'il a fallu attendre, n'est-ce pas, près de 2 mois avant que 6 ministres, n'est-ce pas, ne se rencontrent pour trouver des solutions, sinon apporter quelques solutions aux problèmes, n'est-ce pas, des enseignants. Alors, et puis, en Côte d'Ivoire, on est quand même habitué, maintenant, on commence à être habitué à un certain schéma. C'est-à-dire qu'il y a la grève, après la grève, on arrête, après la prison, et ceux qui sont arrêtés, ils ressortent, et puis on revient à la case départ. Mais pourquoi ne pas anticiper? 2 mois, c'était long, monsieur le ministre. 2 mois, c'était long. 2 mois, c'était long et nous le déplorons. Je pense qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a eu des rencontres. Nous avons suivi quand même des reportages à la télé. Nous avons
étaient présents lorsque Madame le ministre rendait compte de ce qu'elle faisait. S'ils ne se sont pas compris que quelques semaines plus tard, avec un cercle un peu plus élargi, notamment en présence d'autres ministres, budget, économie et finances, fonction publique, nous parvenons donc à trouver une solution. Je dis c'est tant mieux. Dans tous les cas, nous sommes tous membres du gouvernement et nous devons la solidarité mutuelle. D'accord. Est-ce que le calendrier des examens ne sera pas affecté après 2 mois de perturbation? Je pense que l'éducation nationale est en train de regarder cette question. C'est vrai que presque 2 mois et demi d'interruption de cours, ça a un impact. Et il y aura certainement des sacrifices à faire. Il y aura un réaménagement probablement du calendrier. Mais il serait prudent de me prononcer là-dessus parce que ce n'est pas le département que j'ai en charge. Dominique? Oui, Monsieur le ministre, est-ce que vous ne craignez pas que les universités ou bien les écoles secondaires forment des enseignants et puis des élèves rebelles? Parce que quand l'élève il va en prison, quand il ressort, et puis à la dernière crise, on a vu des élèves, n'est-ce pas, qui lapidaient quand même les forces de l'ordre. Cela est à déplorer. Vous savez que notre école aussi a connu la crise que nous avons connue, la longue crise. Cette école-là a été suffisamment perturbée. Quand on parle de l'Ivoirien nouveau, le programme du président de la République, eh bien l'école doit y contribuer. Et évidemment, lorsque la réponse à un certain nombre d'attitudes qu'on n'apprécie pas, c'est de casser, c'est de lapider. Lorsque cela se passe au niveau des élèves ou des étudiants ou même des enseignants, il faut craindre pour l'avenir. Mais le rôle de l'État aussi, c'est de dire on arrête et puis on met tout le monde au pas et on avance. Mais vous savez, ce ne sera pas avec la chicotte, ce n'est pas le dialogue, c'est avec le verbe, c'est avec la sensibilisation et c'est avec la communication continue que nous allons parvenir certainement à sortir de ce cercle vicieux. Merci, ce petit tour fait. Première partie de cette émission, les conditions d'études et de travail des étudiants et des enseignants. Pour en faire le point, nous nous sommes intéressés à un programme qui consiste à désengorger Abidjan par la construction d'infrastructures universitaires à l'intérieur du pays. Le programme de décentralisation des universités PDU, la ville de Mans en fait partie. Son université a ouvert ses portes en février 2017 avec aujourd'hui 1300 apprenants. 1300 apprenants. Quelles sont les filières enseignées? Comment les étudiants sont-ils encadrés? Quelles sont leurs difficultés? Assou Touré est allé à leur rencontre. Le programme de décentralisation des universités est en pleine marche. À l'université de Mans, la première phase des travaux est achevée. 2 amphithéâtres sont sortis de terre, 2 grands bâtiments de travaux pratiques, 2 autres de travaux dirigés, tous équipés, un restaurant et une infirmerie. Pour le moment, ce que vous voyez, c'est la première phase du projet. Voilà. Et la première phase du projet est composée de 12 bâtiments, dont 9 ont déjà été remis à l'université. Donc il reste 3 bâtiments à achever, notamment les bâtiments hébergement. Dans ce temple du savoir et de la recherche, les enseignements ont pour assise les potentialités de la région et l'une des particularités de cette université est l'implantation de 3 grandes écoles en son sein. L'université de Mans est une université à vocation polytechnique au sein de laquelle cohabitent 2 systèmes de formation, notamment le système de formation universitaire classique, licence, master, doctorat, à côté duquel on a un système école partant d'une école préparatoire jusqu'à 3 écoles d'ingénieurs. Les zones de formation de l'université de Mans ont été créées sur la base des potentialités naturelles locales. C'est pour ça que l'épine dorsale de la formation de l'université de Mans tourne autour des sciences géologiques et minières. L'université a accueilli ses premiers étudiants en février 2017 avec 500 inscrits. En 2 ans, ce chiffre est passé à 1300. Dans cette salle de travaux pratiques, une 50aine d'étudiants en 3e année sont en cours de géologie. J'ai toujours voulu travailler dans le secteur minier. J'ai eu à rencontrer certaines devancières qui m'ont encouragé à venir ici. Pour ces étudiants, la grande difficulté reste le logement et l'accès aux bourses. Un ingénieur doit quand même être en cité afin vraiment de bien travailler en équipe. Et nous manquons vraiment des cités et aussi de la restauration. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est que les évaluations sont continues.
on n'arrive pas à beaucoup se reposer parce qu'on travaille durement. Nous ne sommes pas vraiment logés sur le site de l'université, donc ça fait que nous ne travaillons pas comme il se doit, parce que comme d'ici on va rentrer à la maison, cuisiner pour revenir, tout ça, là, ça nous fatigue un peu. Le président s'est rapproché de certaines bonnes volontés donc, dans la ville de Mans, et l'évêque de Mans a eu l'aimabilité de nous offrir un centre qui est appelé le centre diocésain de Zélé, qui nous a permis de loger une centaine d'étudiants. Le président de l'université est entré en négociation avec la direction de Beauce, négociation supervisée par notre tutelle, par le ministre des tutelles, et j'ai bon espoir que ce dossier va avoir un aboutissement heureux dans un meilleur délai. Mis en place en 2014, le programme de décentralisation des universités PDU vise à amplifier le mouvement de réalisation des infrastructures et faire face au flux d'étudiants. Les universités de Bondoukou et de San Pedro sont programmées pour la rentrée 2020-2021. Monsieur le ministre, nous l'avons vu, 9 bâtiments livrés sur 12 pour la première phase de l'université de Mans. À quand la fin des travaux? La fin des travaux de la première phase, c'est donc au courant 2019 jusqu'à 2020. Et nous nous préparons à lancer la deuxième phase qui va permettre d'avoir une université complète. Ce sera un investissement complémentaire de plus de 60 milliards que l'État va consentir. L'université de Mans a ouvert ses portes en février 2017, l'élément l'a dit. Question périphérique. Monsieur le ministre, quand commence l'année universitaire en Côte d'Ivoire? Nous sommes en mars 2019. C'est maintenant qu'en sciences économiques ou en droit, on termine l'année 2017-2018. La faculté de sociologie qui a terminé depuis août 2018 reprend depuis le 18 mars. On a du mal à savoir quel est l'encadrement au niveau de l'année universitaire. Vous m'entendiez tout à l'heure parler de la crise que nous avons traversée au niveau des universités et grandes écoles publiques, et justement, c'est l'une des conséquences, c'est que nous avons aujourd'hui des universités qui ont des rentrées non harmonisées avec chacune sa date, donc ça varie. Je vous indiquais tout à l'heure que lorsque les sciences de la santé ont commencé en octobre, lorsque Mans a commencé à la même période, lorsque l'INP aussi a démarré, nous avons d'autres qui viennent de finir les examens et qui vont commencer la nouvelle année bientôt. Mais nous avons rencontré l'ensemble des présidents des universités et grandes écoles publiques pour voir dans quelle mesure nous pouvons harmoniser donc le calendrier académique, et j'ai bon espoir que nous y parviendrons. Ça va exiger de l'État des investissements en matière d'infrastructures et de ressources humaines. Nous évaluons ce coût-là, nous allons présenter le projet à l'État, et avec eux, nous nous sommes entendus qu'on pourrait parvenir à l'harmonisation de l'année académique dans un délai de 2 ans. Dans un délai de 2 ans, mais le problème est que ça dure depuis des années. Est-ce que cela ne porte pas préjudice aux étudiants qui voudraient bien continuer leurs études ailleurs ou qui voudraient passer des concours? Absolument, aux étudiants, mais aussi aux parents et à l'État. Parce que vous voyez que nous sommes obligés de faire beaucoup de gymnastique. Évidemment, par rapport à ceux qui doivent poursuivre les études à l'étranger, il y a une incidence, puisque à l'étranger, déjà en avril ou mai, il faut obtenir l'inscription pour pouvoir aller démarrer les cours en septembre. Donc, lorsque l'année universitaire commence au mois de février ou de mars, et qu'après, ça doit se terminer peut-être 12 mois plus tard au lieu de 9 mois, évidemment, c'est un gros problème et nous devons continuer à faire des efforts. Je voudrais dire que les efforts sont en cours quand même. Il y a plusieurs UFR à l'intérieur des universités qui ont commencé à faire en sorte que la rentrée se déroule au mois de novembre, décembre au plus tard. Nous avons bon espoir qu'avec le programme que nous allons lancer d'ici 2020, nous pourrons dire ça y est, maintenant nous rentrons tous au mois d'octobre. Dominique? Oui. Moi, ma question a trait, n'est-ce pas, aux ressources humaines. Parce que nous savons que le problème d'enseignants se pose dans nos universités. Et à Mans et Daloa, ça se pose encore avec beaucoup plus d'acuité. Pour preuve, un parent d'élève, n'est-ce pas, m'a appelé pour dire que sa fille qui venait d'être, n'est-ce pas, affectée à l'université de Mans, a voulu décrocher parce que quand l'enseignant arrive, il fait en 1 semaine les cours de 3 semaines.
3 semaines, 3 mois, et puis le reste, c'est les fascicules. Alors, elle ne sait pas ce que faire, et donc elle veut raccrocher. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont en train, n'est-ce pas, d'être prises pour que des enseignants soient là-bas pour enseigner non, les étudiants? je comprends bien votre question, vous avez totalement raison. Lorsque je parlais tout à l'heure d'harmonisation du calendrier académique, Mans, par exemple, n'est pas concerné par les efforts à faire. Mais au niveau de Mans, tout comme à Daloa et même à Korogo, il y a des efforts à faire en termes d'effectifs d'enseignants permanents. Et donc, j'ai eu une réunion de cabinet, puisque nous allons pour cette année relancer une deuxième session de recrutement. Nous allons faire en sorte que le maximum d'enseignants recrutés soit orienté vers les universités de l'intérieur. Évidemment, nous sommes dans un système LMD qui a l'avantage de garantir, lorsque nous aurons mis totalement le dispositif en place, de garantir la mobilité des enseignants et même des étudiants. Mais ceci dit, nous avons besoin que des universités qui sont établies dans les régions, puisque la philosophie, c'est de rapprocher donc l'enseignement supérieur des ménages et faire en sorte que les enfants restent auprès de leurs parents. Nous ferons en sorte que ces universités-là aient progressivement les effectifs d'enseignants qui correspondent à leurs besoins réels. Quel est le déficit d'enseignants dans le supérieur? Ça, je vous le dirai difficilement parce que chaque année, il y a des besoins qui sont exprimés. Le dernier recrutement, c'était des besoins qui avaient été exprimés. Nous avons recruté à peu près 510. Nous avons encore la possibilité d'augmenter ce nombre et avec la direction des ressources humaines, nous nous préparons. Mais je voudrais dire que nous avons des ratios enseignants-étudiants qui varient. C'est une moyenne nationale d'à peu près 22 étudiants pour un enseignant, mais cette moyenne cache beaucoup d'autres réalités. D'abord, entre les établissements, vous avez l'université virtuelle, certainement que vous en parlerez. Bien sûr, ça fait partie qui a le ratio le plus élevé, à peu près 125 étudiants pour un enseignant, mais à raison du fait du système d'enseignement qui est mis en place. Et puis bon, vous avez l'INP, vous avez Mans, malgré son déficit, qui a un ratio assez faible, quand j'ai vu 0,67 pour Mans. Et puis maintenant, à l'intérieur des universités, vous avez des UFR qui ont des besoins énormes. Et puis vous en avez d'autres qui sont à des niveaux bien acceptables. L'offre d'enseignement supérieur est fortement dominée par le privé, à près de 75%. Il se trouve que le privé, c'est beaucoup plus cher. Est-ce que le programme de décentralisation des universités va permettre de corriger de sorte que les étudiants s'adressent davantage aux structures publiques? C'est ça l'objectif, mais en même temps, nous avons une démographie qui nous présente des réalités qu'il faut prendre en compte parce que depuis maintenant 2-3 ans, c'est plus de 100 000 bacheliers qui sont donc mis à la disposition de l'enseignement supérieur et pour lesquels il faut trouver une solution. C'est à peu près 80-85 000 qui demandent donc à l'État de leur trouver une possibilité de se former dans les universités publiques, dans les grandes écoles publiques, mais aussi dans les universités et grandes écoles privées. Et c'est beaucoup d'argent que l'État met dans les frais d'écolage. Je voudrais d'ailleurs saluer la contribution du secteur privé d'enseignement supérieur qui fait beaucoup, quelquefois, dans des conditions difficiles. Mais le programme de décentralisation va se poursuivre, tout comme le développement des universités qui existent déjà, parce que nous avons quand même des projets d'extension que nous essayons de mettre en œuvre. Mais ceci dit, l'État doit soutenir le secteur privé, doit encourager, doit soutenir la qualité et nous avons des propositions de réforme à faire pour que la qualité de l'enseignement au niveau du secteur privé ne contribue pas à faire baisser donc, le niveau des ressources humaines mises à la disposition du secteur productif. Justement, est-ce que vous avez un regard sur le processus de recrutement des enseignants dans le privé? Ah oui, justement, quand je vous parle de réforme, c'est ça. Il y a l'offre qui est faite.
Alors, nous avons regardé la situation. Évidemment, vous savez, quand l'État a fait un bachelier dans le secteur tertiaire, pour un BTS tertiaire, qu'on donne 300 000 francs comme frais de décollage, alors que la réalité, c'est qu'il faut peut-être 5 fois plus pour former l'étudiant, nous avons un problème. Donc, nous devons trouver un mécanisme d'accompagnement qui ne soit pas forcément financier, qui peut prendre d'autres formes, notamment la formation des enseignants. Nous avons une proposition à faire au gouvernement pour soutenir la formation des enseignants et nous serons rigoureux dans l'évaluation. Et évidemment, lorsque l'évaluation est faite, vous savez qu'il faut remplir des conditions pour pouvoir maintenir l'offre de formation qu'on fait. Sinon, l'État a la possibilité aussi de sévir. Nous avons le devoir de donner une formation de qualité à l'ensemble de notre jeunesse. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes engagé dans un processus de décentralisation. Les universités de San Pedro et de Bondoukou sont annoncées pour la rentrée académique 2020-2021. À San Pedro, la première pierre a été posée. À Bondoukou, c'est encore le silence, monsieur le ministre? À Bondoukou, c'est le silence, oui, vous le dites, mais c'est du travail qui se fait, un travail préparatoire. Bondoukou, c'est donc un financement extérieur et ce financement-là répond à un certain nombre de contingences auxquelles nous faisons face. Mais là, nous sommes arrivés au bout de la chaîne puisque nous allons maintenant aller sur le déploiement des offres. Il y a eu déjà une liste restreinte des entreprises que nous avons et j'ai bon espoir que d'ici 2-3 mois, nous pourrons donc partir avec le Premier ministre à Bondoukou pour poser là aussi la première pierre de l'université. En même temps, vous thématisez désormais les universités? C'est important pour la Côte d'Ivoire. C'est important parce que la formation que nous offrons, que nous donnons, a pour objectif de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, d'abord pour l'administration publique, mais aussi et surtout pour le secteur privé, ait du répondant, ait des ressources humaines de qualité, ait des cadres bien formés. Et nous savons le potentiel que nous avons, qui est d'ailleurs un potentiel très divers au niveau de chacune des régions. Donc, la vocation des universités thématiques, c'est de booster demain l'économie locale en mettant à la disposition du secteur privé des cadres qui pourront tout de suite permettre la transformation du potentiel économique local. Oui, vous thématisez, en même temps vous voulez rapprocher l'université de la population. Exactement. Le problème, monsieur le ministre, c'est que est-ce que les étudiants qui sont ressortissants de ces zones ont la même vocation que la vocation de l'université? Si on prend l'université de San Pedro qui a pour vocation de former dans les métiers de la mer et du tourisme, quelqu'un qui est ressortissant de là-bas, il n'est pas obligé de s'inscrire dans cette université. Donc ça ne résout pas forcément le problème de déplacement. L'université publique n'est pas fermée à un enfant, à n'importe quel fils de la fille de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une opportunité que nous donnons aux parents de rester à côté, mais c'est comme si votre enfant a le baccalauréat, il passe un concours d'entrée à l'école de police. S'il n'y a pas d'école de police à Korogo, on ne dira pas. Voilà. Donc il y a des possibilités qui sont données aux parents d'avoir les enfants à côté. Je voudrais dire que malgré leur vocation thématique, il y a quand même un certain nombre d'UFR que nous avons dans chacune des universités. Évidemment, nous allons limiter le nombre, donc on ne prendra pas, par exemple, au Fouet-Boigny pour transposer ça à Daloa. Donc il aura la spécificité de Daloa et puis il aura des enseignements qui se donnent à Boaké, qui se donnent également à Daloa. Mais dans certains cas, effectivement, des fils d'une région pourront être obligés d'aller ailleurs pour se former parce que justement leur option ne se retrouve pas dans les filières locales. Dites-nous qu'est-ce que tout cela va coûter, tous ces chantiers vont coûter à l'État du Côte d'Ivoire? Quand je vois donc les programmes 2011 de la réhabilitation, le programme 2017, quand je vois aussi le programme de l'extension et le sous-programme équipement, ça va coûter à peu près 600 milliards. 600 milliards, si j'ajoute à ça, 622 précisément, si j'ajoute à ça les possibilités que nous pourrons avoir pour l'université d'Odiéné, pour l'université d'Abangourou, je voudrais indiquer que ce sera entre 700 et 800 milliards que l'État mettra sur ces deux programmes pour arriver à la dizaine
d'universités publiques. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous pouvez intervenir si vous avez des préoccupations au 22 40 12 58 où Régis Kofi se chargera de recueillir vos questions. Dominique? Oui. Ben, moi, je voudrais demander au ministre si on est obligé, n'est-ce pas, d'ouvrir des universités alors que les universités qui existent déjà ont pas mal de problèmes. Je sais que quand on va, par exemple, à l'université Félix-Houphouët, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. Et depuis 2012, le Wi-Fi avait été quand même annoncé. Mais jusque-là, rien. Et on continue d'ouvrir les universités. Alors, il y a le problème d'infrastructure, d'équipement qui se pose. Alors, est-ce qu'on va continuer à ouvrir les universités et puis les problèmes d'équipement vont se poser, monsieur le ministre? Je voudrais dire, sur la question du Wi-Fi, c'est une préoccupation, c'est un élément du programme social du gouvernement qui a été lancé en début d'année et nous sommes en train de faire mains et pieds. L'essentiel des infrastructures d'interconnexion entre les universités est en place. Nous avons donc à mettre à niveau le data center, c'est ça qui prend un peu plus de temps parce que ça se présente sous forme d'un avenant parce qu'il y a des imprévus qui s'y trouvent et vous savez, quand vous avez des opérateurs qui sont engagés, c'est toujours des discussions financières qu'il faut conduire donc, à leur terme. Donc je voudrais dire qu'il y a des délais qui ont été donnés, c'est une question qui a été abordée ce matin au Conseil de gouvernement et nous nous sommes accordés un délai jusqu'à fin avril pour pouvoir donc finir l'installation du Wi-Fi au niveau des universités. Ceci dit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, de chefs de famille qui sont donc heureux de voir l'université se rapprocher donc de leur ménage. C'est important parce que la souffrance qu'un enfant va connaître en se déplaçant de Tingrela à Abidjan ou à Boaké, ce ne sera pas forcément le même degré de souffrance qu'à Korogo, où il y a la possibilité d'avoir des parents, où il y a la possibilité de retourner tout de suite. Donc moi, j'ai foi que la décentralisation est une belle opportunité. Nous devons la poursuivre, même s'il y a des difficultés, notamment la mise en place des résidences universitaires, des restaurants universitaires. Vous avez vu l'université de Mans, c'est seulement maintenant que les travaux du restaurant sont achevés et que nous activons pour que les résidences soient prêtes. Mais déjà, au moins, il y a une possibilité pour les enfants de la région et pour d'autres qui veulent aller à l'école à Mans, d'aller dans des conditions bien meilleures que ce qu'ils connaîtront ailleurs. Oui, l'autre, pendant sa question, c'est que vous êtes dans un programme d'expansion alors que l'existant est perfectible. Et pourquoi ne pas boucler totalement les performances de l'existant plutôt que de s'étendre dans une course du nombre? Ce que j'expliquais, c'est qu'il est nécessaire que l'université se rapproche donc des régions et des ménages. C'est important. Deuxièmement, vous n'allez pas avoir une université. Vous savez, aujourd'hui, au Foué-Boigny, c'est 40-50 000 étudiants. Je ne sais pas combien de fois le nombre qui était prévu initialement. Et puis, où est-ce que nous allons trouver du terrain à Cocody pour faire l'extension de Foué-Boigny si on n'avait pas créé depuis les années 90 Nangué, Abrogoa et Boaké et puis ensuite passer aux autres phases? Nous serons dans une situation difficile. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'abstenir de faire donc la décentralisation des universités. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'après les 10 premières universités, que chacune des grandes régions puisse accueillir une université. Ceci dit, nous continuons parce que je vous ai dit qu'il y a les programmes d'extension des universités existantes. Il y a donc un volet dans le programme 2017 et nous allons continuer d'investir pour améliorer l'existant. Vous avez parlé tout à l'heure de l'installation totale du Wi-Fi alors qu'on est engagé dans un système LMD où l'Internet est un instrument fondamental.
Et en dehors de cela, il y a des problèmes de salle, il y a des problèmes même de ratio, parce qu'on demande que désormais l'enseignant dispense le tiers du cours et que les 2 tiers reviennent au travail personnel de l'étudiant. Est-ce qu'on ne s'est pas trop vite lancé dans le LMD? Non, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que quand on aura mis tous les dispositifs du LMD en place, ce sera beaucoup d'opportunités que ça va offrir. Nous avons maintenant pratiquement terminé le travail sur les maquettes. Bientôt, il va y avoir, je crois au mois d'octobre, une étude sur le bilan du LMD. Les améliorations vont être apportées, le dispositif d'accompagnement va être mis en place. Il s'agit d'un projet que nous mettons en place. Évidemment, tout ne peut pas se réaliser à l'instant T, mais nous avons la volonté de faire en sorte que ce système qui s'impose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, parce que d'abord, c'est une recommandation communautaire, ensuite parce que nous y croyons, lorsque l'étudiant qui part d'Abidjan va s'inscrire dans une université à l'étranger, quelquefois il a des simples problèmes. On lui demande, il y en a qui sont ramenés à des classes qu'ils sont censés avoir déjà fait parce que justement, ils ne peuvent pas donner la preuve qu'ils ont eu dans des conditions convenables, des crédits qui leur permettent de s'inscrire par exemple en master ou d'aller en doctorat. Dominique Fadegnon? Oui, bon, j'ai évoqué la question du Wi-Fi, mais il y a également, comme tu l'as dit, question des salles. Parce que pour faire les TD aujourd'hui, au lieu de 35 étudiants par groupe, les enseignants sont obligés, n'est-ce pas, de prendre des groupes de 100 étudiants. Alors on se pose la question de la qualité, n'est-ce pas, de la formation qui est donnée aux étudiants. Est-ce que les enseignants ne peuvent pas encadrer quand même 100 étudiants? Il n'y a souvent pas de chaises. Et en sociologie, ils ont été obligés l'année dernière de dispenser des cours à l'IPNET. C'est exact. Je ne voudrais pas. C'est une réalité de nos universités. Mais ce que je veux que vous notez, c'est la volonté de l'État de trouver des solutions. Vous avez aujourd'hui à faire face à la demande de formation de 250 000 jeunes de Côte d'Ivoire au niveau de l'enseignement supérieur. Nous, au niveau des universités publiques, c'est à peu près 40% que nous encadrons. Ces 40%, si nous voulons vraiment les mettre tous dans des conditions convenables, nous serons obligés de ramener tous les autres vers le secteur privé qui n'a pas toujours les capacités, qui n'a pas toujours les ressources humaines pour bien les former. Donc c'est une équation difficile, mais ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la volonté de trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est investir massivement dans l'enseignement supérieur, ce que l'État est en train de faire depuis 2011. Il faut investir aussi certainement pour les enseignants qui manquent de bureaux. On a des enseignants qui ont été recrutés en 2012, qui professent depuis 2012, mais qui n'ont pas de bureau. Oui, vous savez, si nous avons des problèmes de salles de TD, d'amphithéâtre, il est évident que nous devons avoir aussi des problèmes de bureaux. Mais je voudrais vous rassurer, nous sommes conscients de cela. Un programme est en cours et nous ferons en sorte que progressivement, des solutions soient trouvées. Monsieur le ministre, la fonction sociale de l'université, c'est enseigner et faire la recherche. Quel est le segment qui marche mieux? Enseigner, les 2 segments marchent mieux. Dans tous les cas, la recherche d'ailleurs soutient l'enseignement. Et ce qu'on va leur demander dans le LMD, c'est justement de faire en sorte que la recherche aussi influence l'enseignement qu'ils donnent au niveau des étudiants. Donc, les 2 avancent. Nous avons aujourd'hui des universités qui produisent des résultats, mais nous avons aussi des chercheurs qui produisent beaucoup de résultats. Je voudrais dire ma fierté, féliciter les présidents des universités et le corps enseignant pour les résultats, par exemple, que nous avons au niveau du CAMES. Vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis de longues années, est classée parmi les premiers au niveau de notre espace. Et nous avons maintenant à prendre des dispositions pour que nous nous exposons à l'évaluation en dehors
donc du CAMES, ça demande certainement des réglages et nous allons faire ces réglages. Le fait est que les professeurs se plaignent du budget qui est alloué à la recherche. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour leurs études? Non, nous avons un objectif communautaire que nous n'avons pas encore atteint parce qu'évidemment, les contraintes de l'État, c'est beaucoup de choses en même temps. Nous sommes en train de dire qu'il faut mettre des amphithéâtres, il faut recruter les enseignants, il faut donner des bureaux aux enseignants, il faut ouvrir des restaurants, des résidences universitaires, etc., etc. Il faut des bibliothèques. Donc, évidemment, nous faisons face à tout cela. Et au niveau de la recherche, nous continuons de faire le plaidoyer pour améliorer donc, les ressources allouées à la recherche. Je voudrais dire en termes d'encouragement, nous avons au cours de ces dernières années amélioré les primes de recherche qui ont été augmentées en moyenne de 150%. Est-ce que vous exigez des résultats de recherche? Ah oui, nous exigeons, peut-être que nous ne communiquons pas assez et nous allons faire en sorte de créer les espaces pour exposer, présenter, promouvoir les résultats de la recherche et surtout établir la connexion. Vous savez, les grandes universités à l'étranger sont les universités qui vivent des ressources propres. L'État subventionne, mais c'est les produits de la recherche. C'est la confiance que ces universités inspirent dans le secteur privé, qui les sollicite des fois pour trouver des solutions à des questions qu'ils ont à gérer. C'est ça qui conduit donc les universités à avoir leur autonomie. Mais évidemment, ici, c'est des universités publiques. Dès le départ, et l'État fera en sorte de les mettre dans les conditions pour que le dialogue que nous avons aujourd'hui avec le secteur privé sur la revue des curricula, sur les programmes de recherche, sur les stages, la formation, que tout cela conduise demain à des universités qui mobilisent donc des ressources propres avec le secteur privé. D'accord. Nous allons entrer en contact avec Régis Kofi qui enregistre déjà les premières réactions des téléspectateurs. Régis Kofi. Oui, Adama Koné, vous l'avez dit, et c'est toute la particularité justement de cette émission. Nous enregistrons les préoccupations des téléspectateurs. Et notre premier intervenant est M. Kofi Kwame qui nous appelle de Cocody. Sa question, pourquoi chaque année il y a des grèves dans l'enseignement? Est-ce que l'État ne pourrait pas anticiper en prenant en compte tout ou certains besoins des enseignants, soit dans le budget de l'État par exemple? Une autre préoccupation, celle de Kwasi Nguessan de Yopougon. Nous sommes en 2019 et en 2018 et même en 2017, il y a des étudiants qui n'ont pas encore composé. Comment le ministre à charge de l'enseignement supérieur va s'y prendre pour régler justement cette difficulté? Monsieur Ouattara-Abou souhaite que le ministre se penche sur la difficulté des étudiants qui ont opté pour la filière génie civil. Il souhaite que cette filière soit intégrée dans le programme des universités publiques, puisqu'après le BTS, il y a beaucoup de difficultés à poursuivre les études. Et puis, la dernière intervention est celle de M. Yao Etienne, qui nous appelle de Dalois. Il a fait un constat. Selon lui, les étudiants de l'intérieur du pays sont toujours en retard par rapport à ceux d'Abidjan. Il souhaite donc que les universités publiques soient construites dans plusieurs villes du pays, à l'image des lycées et collèges. Voilà, c'est tout pour l'instant, Adama. Merci Régis Kofi. Monsieur le ministre, voilà 3 préoccupations venant des Ivoiriens qui nous suivent sur RTI 1. Monsieur Kofi Nguessan qui demande pourquoi chaque année il y a des grèves avec tout ce que l'État met dans l'enseignement, pourquoi on arrive à des grèves? Pourquoi on arrive à des grèves? Parce qu'il y a toujours des incompréhensions. Je pense qu'il y a un dialogue franc à engager et à maintenir. Je ne dis pas que c'est la recette miracle, mais je pense que les échanges permanents permettront de faire bouger les choses. Je voudrais dire qu'en ce qui me concerne, en ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur, je ne cacherai pas les difficultés de l'État aux enseignants et je ne m'abstiendrai pas non plus de défendre les préoccupations de l'enseignement supérieur
devant le gouvernement. Donc, nous devons trouver des solutions dans le dialogue et toujours faire le retour et aux gestionnaires des universités, aux enseignants et aux étudiants des efforts que l'État fait et des limites de l'État. Et dans la compréhension mutuelle, je pense que nous pourrons avancer. Il y a eu d'autres préoccupations. Oui, la préoccupation de M. Kwasi qui a déjà été prise en compte, les étudiants qui n'ont pas encore composé. M. Abou Ouattara qui dit quel est l'avenir des étudiants après le BTS en filière génie civil. Oui, vous savez, bon, c'est la lancinante question du LMD. Pour le moment, nous travaillons beaucoup plus sur les universités publiques. Mais lorsque nous aurons fini de mettre le dispositif LMD totalement en place au niveau des universités publiques, il faudra travailler avec les universités privées et avec les grandes écoles privées, de sorte que la direction de l'enseignement supérieur ne soit pas sollicitée à longueur de journée pour établir des équivalences ou des homologations. Lorsqu'il y a un concours, c'est un harcèlement permanent parce que justement, nous n'avons pas la preuve forcément que ce qui est fait correspond justement à des diplômes que la fonction publique exige pour les concours. Donc nous le ferons et en le faisant, pour ceux qui sont dans les filières BTS, on pourra exactement savoir celui qui a fait un BTS en génie civil, à quoi ça correspond, combien de crédits ça lui donne, dans quelle matière, pour qu'il ait la possibilité d'aller faire une licence professionnelle ou de faire un peu plus tard un master. Il y a la dernière question qui parlait de retard. Etienne Yao, qui est à Daloa. Voilà, des retards des il y a le sentiment que les étudiants de l'intérieur sont en retard. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à notre ami. J'ai dit, il faut construire effectivement les universités à l'intérieur. La décentralisation doit se poursuivre, mais ce n'est pas exact que les étudiants de l'intérieur sont en retard. Il y a des problèmes à Daloa, qui est l'université la plus en retard par rapport aux autres sur la question donc, de l'année académique. Dans ma rencontre avec les présidents des universités, Daloa nous a dit les efforts que nous devons faire pour pouvoir rattraper donc, ce retard et nous allons essayer de défendre donc, ce projet d'harmonisation des années académiques devant le gouvernement. Mais moi n'est pas en retard. Moi est parmi les premiers à ouvrir. Boaké et Korogo à un degré moins. Donc on ne peut pas généraliser en disant que les étudiants de l'intérieur du pays sont en retard sur Abidjan. Pour terminer avec ce chapitre, Monsieur le ministre, quelles sont les performances de l'université en termes de taux de réussite et de résultats de recherche? Ah, ça, c'est une colle. Je voudrais dire que nous avons des résultats de recherche qui existent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est bon que nous créons le cadre pour présenter les résultats de ces recherches. Quelques activités sont organisées chaque année, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous allons en faire davantage et surtout, il faut mettre un dispositif en place pour accompagner ceux qui, dans le cadre de leurs activités de recherche, ont trouvé des choses qui peuvent accompagner notre développement ou qui peuvent être mises à la disposition du secteur privé. Et taux de réussite des étudiants? Vous avez parlé de la recherche, le taux de réussite des étudiants? Taux de réussite des étudiants, vous savez, nous avons aujourd'hui une difficulté. Tout ce que je vous indiquais ici sont de l'estimation. De l'estimation. Si vous demandez au président de Foué-Boigny, il vous dira, parce que depuis de longues années, les inscriptions ne se font pas de manière régulière. Mais le taux de réussite varie selon donc les départements. Il y a des départements qui ont des... Si je prends l'exemple de l'Université de Mans, les écoles. Je pense que le président m'a indiqué qu'il y a eu 1 ou 2 échecs après les années prépa et ceux qui sont passés. Mais il y a d'autres facultés ou UFR que vous rencontrerez qui seront à des taux de réussite moyens de 40-50%. Donc, ça varie en fonction des départements et puis aussi en fonction de la situation que nous vivons. On va boucler totalement avec si tu permets, je voudrais rebondir, n'est-ce pas, sur la question de la grève soulevée par l'un des intervenants tout à l'heure. Je voudrais demander au ministre si le cadre de discussion qui a été, n'est-ce pas, promis
aux syndicalistes, il y a jour pour jour, une semaine a été mise sur place parce qu'ils ont donné 1 mois seulement au gouvernement. Et puis même au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a une grève qui est prévue dans 2 semaines. Ah bon, alors, vous m'informez là. Pourtant, le dossier est sur votre bureau depuis septembre. De quel syndicat, de quelle université? Non, informez-moi totalement. Bon, je sais qu'il y a une grève qui est en préparation à la mi-avril pour le problème de logement et le dossier est sur votre table depuis septembre. Il y a 1 semaine, vous avez promis de mettre, n'est-ce pas, en place un cadre de discussion. Non. Je voudrais savoir attendez, vous parlez de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, pour que je comprenne. Non, je parle des deux, parce que... Vous parlez des deux. Voilà. Parce qu'il y a 1 semaine, vous avez reçu tous les... Vous parlez des deux. Moi, je peux vous parler de l'enseignement supérieur. D'accord. Alors, je suis arrivé, j'ai plusieurs syndicats d'enseignants-chercheurs nous ont saisi d'un certain nombre de préoccupations. Nous avons mis en place un mécanisme de dialogue avec eux. Nous avions prévu, en principe, le mois dernier, une concertation nationale qui devait nous permettre, avec l'ensemble des acteurs, de discuter donc des questions qui sont encore sur la table concernant les enseignants, mais aussi les étudiants. Une grève a été lancée qui ne nous a pas permis donc d'organiser la concertation nationale. Lorsque nous sommes rentrés en contact avec le groupe qui était en grève, nous avons dit nous partons en atelier pour discuter de la question centrale des heures complémentaires, ce que nous avons fait avec l'ensemble des présidents. Nous avons discuté également de la question de l'élaboration des maquettes pédagogiques. Et donc, le rapport va être présenté bientôt au gouvernement qui tiennent compte donc des recommandations qui ont été faites et de ce qui peut passer au plan budgétaire. Donc, cela est en cours. Ensuite, nous sommes en train de nous préparer à relancer l'organisation de la concertation nationale pour la 2e moitié du mois de juin. Et dans ce cadre-là, nous allons traiter de l'ensemble des questions. Entre les deux, il y a une série d'activités en cours. Hier, nous sommes allés lancer à Nangui, à Bourgois, le processus d'élaboration des contrats de performance qui vont permettre aujourd'hui à nos universitaires, à nos chercheurs, de bénéficier de ressources additionnelles en fonction des efforts qui sont faits et qui sont présentés. 1 semaine avant, nous avons lancé aussi, avec donc, la coopération française, la finalisation des maquettes pédagogiques faites dans le cadre du CDD. Donc, il y a des efforts qui sont en cours. Il n'y aura aucune question taboue. Tous les débats trouveront leur cadre approprié. Et ce que nous disons aux enseignants, c'est qu'ils ont le devoir de donner l'enseignement à nos enfants. Nous aussi, nous avons le devoir de les encourager, de les soutenir, de le faire en fonction des moyens de l'État. Et je m'y suis engagé personnellement. Donc, je ne sais pas pourquoi il devait y avoir une grève pendant que tout ce dispositif-là est mis en place et que nous maintenons le dialogue avec eux. D'accord. Le système d'enseignement supérieur en dehors des universités, c'est aussi les grandes écoles. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, pôle d'excellence en fait partie. L'INPHB veut répondre avec précision aux attentes des entreprises par une formation adaptée avec la création de nouvelles écoles. En outre, l'Institut se frotte à d'autres réalités par des partenariats avec certaines universités. Suivons ce reportage de Sita Soro qui montre comment l'Institut fait sa mue. Ces premières écoles ont été créées en 1970 et 80 et restructurées en 1996. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB est un joyau architectural au sein de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. L'école jouit d'une renommée internationale tant par la beauté de son architecture que par la qualité de son enseignement. Comme l'Antepo a quitté le Togo il y a 8 mois pour s'y former. Pour cela, il a choisi le International Data Science Institute, l'une des plus récentes écoles qui a vu le jour. Quand j'ai appris que c'est comme ça, on a ouvert une école ici où on forme les data scientists, je me suis dit que la data science est à l'intersection des informatiques,
de la mathématique et de la statistique. Donc il serait mieux de venir faire cette formation-là. Et il faut dire que quand je suis arrivé, je ne suis pas du tout surpris. La formation, ça se passe très bien. Cet institut a pour objectif de former des experts dans le domaine de la statistique, de l'intelligence artificielle et du big data. La formation ici regroupe deux volets. Nous avons la data science et les big data. Les big data, ce sont des données volumineuses. Et la data science, c'est une science d'abord qui nous apprend comment traiter au fait, ces grosses données-là. Parce que vous voyez qu'avec l'avènement de l'informatique et l'évolution de la technologie, les données, de jour en jour, prennent de l'ampleur. Donc d'abord, il y a une question qui se pose. Alors, comment traiter de façon efficace ces données-là afin de pouvoir y tirer de la valeur? Une autre école qui a vu le jour au sein de l'INPHB ces dernières années, c'est le Centre de formation au métier de l'aéronautique. Ouvert en 2015, ce centre forme des pilotes de ligne et des mécaniciens d'avion. Depuis les années 2000, la compagnie multinationale Air Afrique qui faisait la formation a disparu et chacun des pays qui constituait cette multinationale a recréé sa propre compagnie, mais il n'y a pas de formation. Donc on avait besoin de combler ce besoin. Après 9 mois de formation théorique, Inès et ses camarades s'apprêtent à rejoindre la Belgique pour la formation pratique qui va durer 1 année. Cette deuxième promotion du centre compte 17 élèves pilotes, dont 3 filles. Il y a des avantages à ce que tout se fasse ici et à ce qu'on fasse une autre partie là-bas parce que ça nous permet de découvrir un nouvel environnement, des conditions qu'on n'a pas forcément ici, quelques la neige et tout. Ça nous permet de nous adapter, de découvrir d'autres choses. Ici, on n'a pas le cas, on a rarement le cas de la neige, donc ça nous permet de découvrir d'autres phénomènes et puis de s'habituer en même temps puisque en aviation, c'est un domaine qui est très vaste. La formation théorique se fait en 9 mois. On a 14 certificats à valider. Donc, à la suite de ces 14 certificats, on est enfin apte à aller en Belgique pour la formation pratique. Outre l'école d'aéronautique et de big data, l'école de métrologie et du foncier rural ont ouvert également leurs portes afin de tenir compte des besoins nouveaux. Les classes préparatoires aux grandes écoles font partie intégrante de l'Institut. Là, une classe spéciale, celle de l'entrée à Polytechnique Paris. Au nombre de 5, les étudiants admissibles à cette école sont les meilleurs des meilleurs. Ils suivent une formation accélérée afin de préparer la seconde étape du concours, que sont les oraux. On a l'entretien, comme je viens de parler, on a les épreuves d'ADS, une colle de physique et une colle de mathématiques. Bon, les colles, c'est comme des interrogations orales. Tu prends un tableau, tu expliques peut-être des exercices ou voilà, c'est comme une communication entre vous et le superviseur. L'INPHB accueille des ressortissants internationaux. Ainsi, l'Institut regroupe 15 nationalités différentes et compte ne pas s'arrêter en si bon chemin. Une rencontre a été initiée avec la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano, dans le but d'établir un partenariat entre l'INPHB et des pays tels que le Libéria et la Sierra Leone. Côte d'Ivoire's Institute is functioning as a center of excellence. J'étais impressionné par le site vraiment de cet établissement qui mérite d'être centre d'excellence, l'Union du fleuve Mano. Je repartirai d'ici, je me ferai l'avocate de ce centre auprès des autres pays membres. Vous savez que nous avons la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Et je pense que j'ai les arguments pour les convaincre du bien fondé de ce projet que nous avons en commun. Un élément aussi que je retiens, c'est le fait que ce centre est effectivement opérationnel. Voilà, il a toutes les communautés qu'il faut pour être un centre d'excellence. Deuxième élément, je pense que ça va contribuer aussi à faire baisser la barrière linguistique entre les pays francophones et anglophones. L'enseignement, quant à lui, se fait conformément aux normes du système LMD. L'étudiant lui-même au cœur de la formation. Les étudiants ont déjà le support, les solutions à trouver sont déjà là. Mais pour passer d'une ligne à l'autre, souvent on n'écrit pas tout. Donc l'étudiant va faire montre de connaissances en s'appuyant sur les outils, les prérequis. Et puis en fonction de ça, on part d'une hypothèse et on arrive à un résultat qu'on encadre. Donc ils comprennent bien le cheminement qui est là. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, l'école a bénéficié d'un financement dans le but de faire peau neuve. Salle de classe, administration, équipement, façade, tous ont été revus. Les 3008 chambres reparties sur 2 sites ont également été rénovées, en plus du réfectoire où 2000 à 3000 plats sont servis par service.
Les années antérieures, c'était vraiment le souci de toilettes. C'était par rapport aux toilettes, souvent parce que les toilettes sont à l'extérieur des chambres, donc c'est un peu compliqué avec l'hygiène et tout. Et souvent, quelques rares fois, on arrivait à voir qu'il y avait certains bâtiments qui étaient mixtes. Et le problème, c'est que les garçons, les filles, vraiment, tout était un peu mélangé. C'était vraiment ça. Il y avait le problème de toilettes et puis le problème de la nourriture, de l'hygiène de la nourriture. C'était vraiment les deux soucis. Il y a eu une réhabilitation, c'est-à-dire ce bâtiment même entièrement a été réhabilité. Il y a des réhabilitations qui se font, puis au niveau de la nourriture, bon, les structures se changent et au fur et à mesure, ça s'améliore. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est construit sur une superficie de 1000 hectares repartis sur 3 sites, l'INPHB Nord, Sud et Centre. Il compte 12 écoles et centres avec 3248 élèves en formation initiale. La réhabilitation de l'Institut a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Des travaux effectués avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un élément de 6 minutes 54 secondes. Monsieur le ministre, l'INPHB est un groupe d'écoles de référence. On assiste à un déploiement des universités publiques à travers le PDU. Est-ce qu'un tel schéma de déploiement est envisageable ou est prévu au niveau des grandes écoles? Non, il faut d'abord que nous essayons de mettre à niveau les capacités de l'INPHB. Nous avons le foncier de cette école à sécuriser. Vous savez que le président Houphouët-Boigny, dans ses ambitions pour cette école, avait prévu plusieurs centaines d'hectares et aujourd'hui c'est un souci. Une fois que cette question sera réglée, c'est un institut qui a la capacité d'accueillir beaucoup plus qu'il n'accueille actuellement. Mais comme c'est un principe de grande école, et dans ce principe, nous devons faire en sorte que tout ce que nous envoyons à l'INPHB soit logé. Donc nous avons des résidences à construire. Aujourd'hui, il y a des possibilités avec la coopération française et la Banque mondiale. Nous devons mobiliser d'autres ressources pour pouvoir construire. Je pense que si nous le faisons, nous allons peut-être doubler, même tripler les capacités de l'INPHB. Une fois que nous aurons fait ça, nous verrons dans quelle mesure demain peut-être d'autres villes peuvent accueillir une grande école, mais déjà vous avez des spécificités. On a aujourd'hui des universités thématiques et dans les universités thématiques, il y en a qui ont des grandes écoles. Donc ces grandes écoles, il faut les développer simplement et ce ne sera pas forcément sur le modèle de l'INPHB. Et comment emmener les grandes écoles privées à se hisser au niveau de qualité de l'INPHB, qui est quand même une école d'excellence? D'abord par leur volonté, ensuite par leur capacité d'investissement, et puis ensuite par le dispositif d'accompagnement que l'État doit mettre forcément en place, parce que nous avons le devoir de donner à l'ensemble des étudiants de notre pays des formations de qualité, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc je parlais tout à l'heure de la question du renforcement des capacités, notamment des enseignants qui sont dans ces grandes écoles, mais les fondateurs, les promoteurs, eux-mêmes doivent investir pour avoir les infrastructures et puis ensuite pour mettre tout ce qui permet, par exemple, de faire de la pratique. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'un étudiant fasse un BTS en mine sans jamais voir un laboratoire. Donc, il y a des choses qu'ils doivent faire et c'est sur ces questions-là que nous serons regardants et je pense que c'est un chantier que nous allons attaquer bientôt. Oui, Dominique? C'est au niveau du déploiement, n'est-ce pas, des universités. Bon, diriger, c'est prévoir. Mais chaque fois, on fait le constat, n'est-ce pas, que le problème de la purge des droits coutumiers se pose. Alors, mais pourquoi ça se pose chaque fois? Il y a eu le cas à Boaké, maintenant c'est à l'INPHB. Alors, bon, c'est vrai. Il y a eu Mans que nous venons de terminer, il y a Bondoukou, ça y est, il y a l'INPHB, mais la situation de l'INPHB est particulière. Houphouët-Boigny, qui voulait une école d'excellence avec toutes les commodités, a donc affecté des terrains. Mais l'État n'a pas pris
des dispositions pour que l'enseignement supérieur, l'INPHB, ait les titres fonciers. Et ça nous rattrape aujourd'hui parce que pendant le temps où nous ne cherchons pas à avoir les documents, des populations ont été déplacées à cause des grands projets de développement et amenées à Yamoussoukro. Et sont sur des terrains qui sont les terrains de l'INPHB. Maintenant, ils se considèrent comme propriétaires terriens et ils demandent à être dédommagés avant de pouvoir quitter ces terrains. Donc, vous voyez, c'est un problème ancien et ces genres de problèmes, il y en a légion en Côte d'Ivoire sur les domaines publics. Oui, mais quand il y a des ressortissants, n'est-ce pas, je veux dire, qui viennent il y a des étudiants qui viennent, n'est-ce pas, de l'étranger et qui sont à l'INPHB et que ce problème se pose. Je crois qu'il y a quand même quelque chose à sauver, la face de la Côte d'Ivoire à sauver, non? Oui, il y a la face de la Côte d'Ivoire à sauver, mais on a fait face aussi à un problème social. Vous savez très bien, nous sommes tous à Abidjan ici, des gens se lèvent, ils se mettent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, qui ne sont pas des terrains habitables, lorsque devant les risques d'inondation ou autres, on demande à les déplacer, il faut leur trouver un point de chute. Et quelquefois, quand on les déplace, ils reviennent. Ils reviennent. Donc, évidemment, là, à Yamoussoukro, nous avons des gens qui sont sur ces terrains. Il faut les déplacer parce que nous avons besoin de faire l'extension de l'INPHB. Mais il faut que l'État trouve une solution et nous allons amener cette question devant le gouvernement bientôt. D'accord, je voudrais vous entraîner sur le terrain du foisonnement des BTS, des grandes écoles. Comment cela est-il organisé? Il y a tellement de BTS, je pense une vingtaine. Il y a certainement quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne trouve pas normal que nous ayons plusieurs dizaines de BTS. Donc il y a eu une première réforme du BTS qui a permis de contenir la fraude, de crédibiliser le diplôme à un certain degré. Nous poursuivons ça avec l'introduction du numérique et autres, mais nous devons faire en sorte que le BTS soit utile à la société, au secteur productif, à l'État. Donc nous allons revisiter les filières et certainement nous serons amenés à fermer des filières et à encourager l'ouverture de filières qui sont aujourd'hui des filières qui peuvent conduire à l'emploi plus facilement parce que la vocation des BTS, c'est de mettre à la disposition de l'entreprise des gens opérationnels qui peuvent tout de suite se mettre au travail. D'accord. La Côte d'Ivoire vit une nouvelle expérience, l'université virtuelle. Créée par décret en 2015, c'est la dernière née des établissements supérieurs publics. En 2 années d'existence, l'université virtuelle se classe en 3e position en termes d'effectifs avec plus de 8000 étudiants. Assou Touré nous fait découvrir l'université virtuelle, cet autre temple du savoir. Souleymane Touré fait partie de la première promotion d'étudiants issus de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il a été orienté dans cette université qu'il découvrait. J'ai essayé de demander à des gens qu'est-ce que c'est que l'université virtuelle. Je me suis rendu compte que personne ne le savait. Au fil de mes recherches, j'ai pu constater que c'était en fait une université qui n'existait pas physiquement. Donc on restait à la maison pour prendre le cours. À présent, loin des préjugés, il se dit fier de ce qu'il a acquis au cours de ces 3 années. Aujourd'hui, je peux rassurer parce que je suis un étudiant, bien vrai qu'il fait le développement d'applications, mais j'ai ma main, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit le développement mobile, en tout cas dans presque tous les secteurs de développement qui concernent le développement d'applications. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a développé une plateforme pédagogique www.campus.uvci.edu.ci qui a pour base les outils et services numériques. L'accessibilité aux ressources pédagogiques est assurée par le réseau Internet et l'utilisation des terminaux tels que des ordinateurs, tablettes et smartphones. Je reçois les cours en ligne, en PDF, en plusieurs versions, en PDF, en SCORM. Je le télécharge par semaine, je le bosse et chaque samedi, nous avons des devoirs. Une évaluation continue des acquis est réalisée chaque semaine. Elle compte pour 40% aux examens de fin d'année. À la fin de la semaine, l'apprenant est amené à se connecter à nouveau. Selon le niveau de l'apprenant, s'il est en licence 1, ou en licence 2, en licence 3, il choisit la plateforme qui concerne son niveau et il constate qu'il y a toute une liste de devoirs qui apparaît, liste de devoirs qui concerne chaque leçon pour laquelle il a reçu un enseignement. Et il est évalué et le temps est chronométré. Il fait ses devoirs et il a samedi et dimanche. L'université offre aux étudiants 6 spécialités.
Nous avons une spécialité dans le domaine des réseaux, la sécurité des réseaux, une spécialité dans le domaine des bases de données, une spécialité dans le domaine du multimédia et des arts numériques, et puis une spécialité également dans le développement d'applications et du e-service, une spécialité dans le domaine de la communication digitale et une 6e spécialité dans le domaine du e-commerce et du marketing digital. L'émergence de pratiques innovantes permet d'offrir des cours dont la qualité répond aux attentes des entreprises et un bassin d'emploi. L'idée, c'est de faire en sorte que les enseignements que nous donnons dans nos universités puissent aider nos étudiants à eux-mêmes être des créateurs d'entreprises. Donc la compétition au génie de l'éducation numérique ivoirienne est une compétition qui permet de recenser les meilleures idées de projets de nos étudiants et nous les mettons dans l'incubateur de l'université pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent créer des SARL. Ces étudiants sont issus du concours Les Génies de l'éducation numérique, organisé au sein même de l'université virtuelle. Réunis en incubation, ils travaillent sur des projets novateurs. Il s'agit surtout de créer des applications qui permettraient de résorber quelques difficultés rencontrées au quotidien. Il n'est pas rare de constater, chez nous à la maison ou au service, des problèmes liés à la plomberie, à la menuiserie, à l'électricité, à la maçonnerie et bien d'autres. Mais parfois, trouver des prestataires de services dans les plus brefs délais et avec une qualité de service demeure parfois difficile. C'est dans cette optique que mon équipe et moi-même avons mis en place la structure eJobber, qui est une structure qui exerce dans le domaine de l'artisanat et du dépannage. Vous allez voir derrière moi des étudiants qui réparent des appareils. C'est-à-dire, c'est pour nous une façon de leur permettre de pouvoir extérioriser les compétences donc en électronique, en réparant bien sûr sur place des appareils de leurs collègues, en donnant une seconde vie à des objets qui sont censés être jetés. Et donc c'est pour nous donc un laboratoire, un centre d'innovation où chacun met en évidence bien sûr ses connaissances et ses capacités. Créée par décret en 2015, l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire est la dernière née en seulement 2 années d'existence. Elle est la 3e université en termes d'effectifs, avec plus de 8000 étudiants inscrits. Alors, ces étudiants ont quel autre avantage en dehors d'éviter les bousculades en amphi et les contraintes de déplacement? Ils ont l'avantage aujourd'hui, vous avez vu, ils ont parlé des startups qu'ils ont là-bas, les Fab Labs, des opportunités aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de faire sa licence professionnelle ou son master, de se préparer à être chef d'entreprise. Donc c'est une grande opportunité. Vous savez, c'est nouveau. Beaucoup de parents ne comprennent pas encore et n'acceptent pas encore. Je disais à un de mes amis il y a 2 jours que si on n'avait pas raté le virage pris par le président Houphouët-Boigny, peut-être qu'aujourd'hui on aurait mieux compris. Il avait envoyé l'enseignement télévisuel, ça a été décrié, mais Houphouët était en avance et il anticipait chaque fois. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas seulement les filières qu'il a définies ici, il aura d'autres filières, mais aussi la méthode donc, numérique et l'appui de l'université virtuelle doit se faire à l'ensemble des universités publiques que nous avons et pourquoi pas au niveau des universités privées. C'est un gros avantage de faire des choses pratiques que d'ordinaire on ne fait pas. Vous prenez un cours de géologie, on peut vous présenter un granit sous plusieurs angles, vous montrer des choses à l'écran que vous ne ferez pas si vous êtes en train de faire un cours théorique au niveau de l'amphithéâtre. Donc c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire, c'est un passage aujourd'hui. Bien d'Ivoiriens font des diplômes à distance. Et ils acceptent de faire des diplômes à distance. Et ils ne comprennent pas que l'université virtuelle nous offre une opportunité. Je pense qu'avec le temps, l'on acceptera et ça va nous offrir vraiment une solution pérenne à la question du sureffectif. Dominique, une question sur l'université virtuelle. Oui, avec le temps, certainement que les parents et étudiants vont accepter, mais pour le moment, des étudiants disent, puis dont certains étudiants, ils disent qu'ils y sont non pas par conviction, mais par conformisme, pour échapper au BTS Baraté Soro, comme on le dit communément. Et comme ça, on dira, moi aussi, je suis à l'université. Non, pas moi aussi, je suis à l'université. Vous avez dit BTS Baraté Soro. Ça veut dire qu'ils disent qu'il y a des BTS qui ne conduisent pas à l'emploi. Oui, et donc, avec l'université virtuelle, ils ont la possibilité d'avoir de l'emploi ou même de s'auto-employer. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'il faut leur faire comprendre.
et nous allons mettre en place un dispositif de communication pour que ce soit mieux compris. Ceci ne nous empêche pas de faire les efforts sur les filières de BTS parce que nous ne formons pas aussi des BTS pour qu'ils soient sur le carreau. Deuxième et dernière partie de ce rendez-vous, amélioration des conditions de vie des étudiants. Et sur la question figure en bonne place la réhabilitation des résidences universitaires. Si certaines cités sont déjà opérationnelles, d'autres attendent d'être livrées. Faisons le point avec Christ Diomandé et Flora Balogueï. Les cités universitaires, victimes collatérales de la période de crise post-électorale, se sont retrouvées dans un coma profond. Les cités de Port-Boué 1, 2, 3 et Vridi en sont des illustrations parfaites. Portes et fenêtres emportées, bâtiments qui cohabitent avec la broussaille. Bien évidemment, les sanitaires n'existent plus, laissant la place aux trous creusés pour leur installation initiale. Bref, le spectacle est désolant. Les résidences universitaires d'Abobo 1 et 2, de Williamsville et d'Adjamé 220 logements n'échappent pas à ce triste tableau. Le gouvernement, soucieux de rectifier le tir et d'offrir un meilleur cadre de vie et d'études aux étudiants de Côte d'Ivoire, a décidé de réhabiliter les cités universitaires. Les travaux sur ces chantiers connaissent des avancées satisfaisantes. La cité Mermoz, la cité Rouge, celle de la Riviera 2, du campus et de Saint-Jean sont entièrement réhabilitées et habitées depuis 2018 par les étudiants bénéficiaires. Par contre, les cités universitaires de Port-Boué 1, 2, 3 et de Vridi, qui sont sous la tutelle du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 1, CROU A1, sont en phase de finition. Tout est mis en œuvre pour donner un cadre de vie agréable aux étudiants. Bâtiments, sanitaires, fenêtres, carrelage, peinture, clôture, tout a été remis à neuf. Et le nombre de chambres a largement été revu à la hausse. Ainsi, sont disponibles 2698 chambres et 5763 lits. Dans les cités du CROU, Abidjan 1, l'espoir renaît. Un grand soulagement pour les étudiants des résidences universitaires d'Adjamé 220 logements, Williamsville et Abobo 1 et 2. Pour les cités du CROU A2, la capacité initiale d'accueil de 1359 chambres est passée à 3059 après cloisonnement pour 1700 lits. Les responsables des CROU Abidjan 1 et 2 font le point des travaux. Depuis juillet 2018, les travaux ont véritablement commencé sur les 4 cités. Il s'agit de la cité universitaire d'Abobo 1, la cité universitaire d'Abobo 2, la cité universitaire de Williamsville et celle des 220 logements. Et les travaux ont commencé. Pas au même moment. Ça a commencé d'abord par Abobo 1. Le taux de réalisation aujourd'hui est pratiquement à 55%. Au niveau d'Abobo 2, 15%. Au niveau de Williamsville, 40%. Et au niveau des 220 logements, nous sommes à 98%. Presque fini. D'un point de vue général, nous nous retrouvons à 52% de taux de réalisation. En ce qui nous concerne, nous avions, comme vous dites, la cité des mariés de Port-Boué, nous avions 15 cités universitaires. Mais à l'heure aujourd'hui, il n'y a que 10 qui sont fonctionnelles. Donc nous avons 5476 lits qui sont opérationnels actuellement. Il reste, quand vous ajoutez la cité des mariés de Port-Boué, il nous reste 5 cités qui doivent s'ouvrir. Chaque mercredi, nous avions, avec le BNED et l'opérateur, fait plusieurs visites de chantier. Et je voulais vraiment vous dire avec beaucoup de satisfaction que les choses avancent bien et que si le rythme est maintenu, nous pourrons vraiment avoir les premières cités à partir de juin 2019. Pour veiller au bon fonctionnement des travaux de réhabilitation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une visite des chantiers. Le docteur Albert Mabouitouakeus a exhorté les entreprises en charge des travaux à respecter les délais d'exécution pour soulager les étudiants.
Voilà, nous allons retrouver automatiquement Régis Kofi qui est au 22 40 12 58 pour un autre tour d'intervention des téléspectateurs. Démarrons avec cette intervention de M. Kounon Fabrice de Cocody. Pourquoi les enseignants ne sont pas recrutés sur la base d'un contrat de performance? Pour lui, cela pourrait être une solution aux nombreuses grèves des enseignants. Madame Namoudro demande à quoi sert le tronc commun en médecine s'il faut recaler la majorité des étudiants orientés dans cette filière. Elle nous fait également remarquer que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui n'a pas d'école privée de médecine, une situation qu'elle a du mal à comprendre. Abdoul Ouattara nous apprend qu'en 2018, l'État n'a pas versé les bourses hors Côte d'Ivoire. Il souhaiterait savoir pourquoi. Même préoccupation pour M. Yapo Marc. Terminons avec la préoccupation de M. Pewende à Boaké. Il voudrait savoir quelle est la situation sécuritaire dans les universités de Côte d'Ivoire, puisque depuis un certain temps, des éléments de la police universitaire sont entrés en grève. Et quel est justement le sort de cette police? Monsieur le ministre, différentes préoccupations des téléspectateurs. Tronc commun en médecine, pourquoi? Pas d'école de médecine, pas de faculté privée en médecine. Pourquoi le tronc commun? Bon, c'est une réforme qui est arrivée à un moment donné parce que justement, on voulait faire l'économie à la faculté de médecine. Alors l'UFR aujourd'hui, de prendre en charge des gens qui ont été présélectionnés et qui sont aptes de sorte à améliorer les résultats au niveau de l'école de médecine. Vous savez, c'est une école que j'ai eu à faire et des fois, c'est une catastrophe familiale lorsque des gens sont renvoyés en 3e année, en 4e, en 5e, même en 7e année. C'est une catastrophe. Donc, j'ai soutenu le fait qu'on présélectionne pour s'assurer que quand ils y vont, presque tous pourront arriver au bout. Pourquoi il n'y a pas d'école privée? Jusque-là, l'État a décidé, ce n'est pas que pour les médecins, hein, mais aussi pour tout ce qui est fonctions auxiliaires, les infirmiers, les sages-femmes, tout cela n'est pas encore concédé au secteur privé parce que justement, il s'agit de travailler sur l'homme et on doit s'assurer que le privé qui s'y met a les moyens, certainement que ça arrivera un jour, mais pour le moment, l'État essaie de prendre en charge directement cette question. La question des bourses? La question des bourses, c'était quoi? Pourquoi on a diminué les bourses hors Côte d'Ivoire? Je n'ai pas bien compris la question. En 2018, il n'y a pas eu de bourse. Ah oui, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de bourse hors Côte d'Ivoire en 2018. Il y a eu bien des bourses hors Côte d'Ivoire en 2018 et je peux vous donner des statistiques. La situation sécuritaire dans les universités? Alors, il n'y a pas de problème particulier dans les universités, même si, à un moment donné, la mise en place de la police universitaire s'est justifiée. La police universitaire n'est pas gérée directement par le ministère ni par le président d'université. C'est une structure concessionnaire qui a la charge et nous proposons de faire le point avec cette structure. Mais il n'y a pas de problème de sécurité. Est-ce que les professeurs ont un contrat d'objectif? Je vous ai dit que le lundi, j'ai lancé à Nangué, à Brogoua, l'élaboration des contrats de performance. Ceci dit, il y a peut-être une petite confusion dans l'esprit de celui qui a posé la question. Je pense que sa question, c'est beaucoup plus pourquoi on ne recrute pas les enseignants sur contrat. C'est-à-dire, au lieu d'en faire des fonctionnaires, pourquoi ce n'est pas un contrat? Parce que le contrat de performance, c'est autre chose. C'est le fonctionnaire à qui on dit, si vous travaillez selon des règles et que on attend des résultats. Voilà, vous attendez des résultats, donc c'est la gestion assez sur les résultats que nous mettons en place, alors nous vous donnons un bonus. Et vous pouvez, nous encourageons donc l'ensemble de nos enseignants sur ce dispositif. Maintenant, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système mixte, puisque nous essayons de faire quand même appel à des gens qui ne sont pas des professionnels de l'enseignement, qui sont dans le secteur privé, qui sont dans l'administration, qui sont dans des institutions internationales, qui ont la possibilité d'aller donner des cours
spécialisés selon leur profession. Et nous allons accroître donc ce dispositif-là pour faire appel à des professionnels. Alors, quand on a suivi l'élément tout à l'heure, 5 000, selon les statistiques de votre département, 5 942 lits disponibles sur 11 000. L'offre, ça c'est l'offre. La demande, on sait que c'est, vous avez dit, 240 000 étudiants. Oui, non, comment est-ce que... Attention, ça c'est des chiffres d'Abidjan qu'on vous a donnés. Oui, les 240 000, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Les chiffres d'Abidjan et en dehors le public. En dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors d'Abidjan, quels sont les chiffres à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a des chambres pour les étudiants? Il y a des chambres. Je voudrais dire que d'ici le mois de juillet, quand nous allons réceptionner l'ensemble des cités qui sont en train d'être réhabilitées, nous allons passer à 11-12 000 lits. Encore qu'il y a des cloisonnements que nous sommes en train de faire et qui pourraient nous voir augmenter le nombre de lits. J'étais à Korogo il y a une dizaine de jours, j'ai visité le chantier et fin mai, début juin, j'ai réceptionné donc les résidences universitaires de l'université Pelefero-Gon Coulibaly et nous ferons le tour. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de Mans, le restaurant est prêt et que nous nous activons pour finir avec la résidence universitaire. Mais tout ça ne suffit pas, donc des efforts continueront à être faits et nous avons bon espoir que nous parviendrons à satisfaire un bon nombre d'étudiants. Et justement, il avait été envisagé de faire intervenir le privé dans le logement des étudiants. Où en est le projet exactement? J'ai rencontré 2-3 groupes privés le mois dernier. Je les ai encouragés. Évidemment, ils doivent venir avec leur offre que nous allons présenter au comité national PPP pour que nous puissions discuter. Vous savez, l'étudiant qui est en résidence universitaire paye un loyer. Donc, s'il y a des résidences privées que nous logeons dedans, l'État est obligé de subventionner. À moins que ce soit une résidence privée qui n'a rien à voir avec nous, mais si c'est nous qui encourageons et que nous voulons que les CROU affectent des étudiants dans ces résidences, il faut que ça rentre dans un modèle économique qui permet à l'État de subventionner, donc parce que les parents ne pourront pas donc payer le loyer que le privé va fixer. Donc il y a ce dialogue-là engagé et nous verrons dans quelle mesure une première expérience peut être tentée. Dominique Fadegnon? Oui, mais est-ce que vous avez un projet, n'est-ce pas, que ces étudiants-là qui seront pris en compte par le privé payent par exemple 6 500 pour la chambre double comme c'est l'est actuellement? Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Si voilà. Maintenant, ceci dit, nous encourageons des privés à faire des offres et à s'adresser directement aux parents ou aux étudiants. Ça se fait dans des villes comme Mans, ça se fait à l'intérieur où les gens vont, parce que nous n'aurons pas, je ne veux pas être démagogue en disant que nous parviendrons à loger tous les étudiants ivoiriens en cité universitaire. Monsieur le ministre, il y a seulement 18% des étudiants qui sont boursiers. Le taux est faible. Comment ces bourses sont-elles attribuées? Les bourses sont attribuées selon un certain nombre de critères bien connus, y compris des étudiants. Je voudrais dire que l'État favorise les filières scientifiques qui ont presque la moitié des bourses qui sont attribuées. Donc il y a l'âge, il y a le travail qui est effectué, et puis ensuite il y a les filières. Donc nous distribuons l'enveloppe en fonction des objectifs que l'État se fixe. L'année dernière, c'est 16 milliards qui ont été consacrés donc aux bourses en Côte d'Ivoire. Avant, on parlait de la condition sociale, ce n'est plus de rigueur? Ah si, la condition sociale continue d'être de rigueur, puisque là, la commission vient de se réunir. Nous avons donné des instructions, par exemple, pour que l'ensemble des handicapés qui sont régulièrement à l'école dans nos universités aient donc, à défaut de la bourse, de secours financier. Donc ça, c'est une discrimination positive. Et au niveau des bourses au Côte d'Ivoire, quelle est la réalité? On a l'impression que c'est une nébuleuse, on ne sait pas trop toujours comment les bourses sont disponibles. Non, les bourses sont données. C'est vrai que nous avons quand même à regarder un peu la question. J'ai moi-même écrit aux ambassadeurs, aux chefs de service bourses dans nos différentes ambassades pour nous faire le point. Parce que les bourses avec lesquelles les étudiants ivoiriens partent à l'extérieur sont de plusieurs sources. Ce n'est pas que l'enseignement supérieur. Nous avons des bourses qui viennent de 2, 3, 4, 5 autres départements.
et de la présidence. Et nous avons voulu, pour avoir une idée précise de l'enveloppe de ces bourses, mais aussi de ce que les uns et les autres font, nous avons écrit et nous pourrons faire un point chiffré dans les prochaines semaines. Dominique Fadegnon. Moi, ma question a trait, n'est-ce pas, à la restauration. Je ne sais pas si on peut aborder la question. Oui, bien sûr. Est-ce que cette année étant la politique sociale du gouvernement, est-ce que le gouvernement envisage, n'est-ce pas, d'élargir le nombre de couverts servis par jour, n'est-ce pas, aux étudiants? Parce que j'ai cru avoir entendu que c'est 10 000 couverts seulement qui sont servis actuellement. Vous avez totalement raison. Nous avons inscrit, et cela a été accepté, que nous puissions donc construire des nouveaux restaurants U. Parce que vous voyez, le restaurant qui est au campus, c'est le même que moi j'ai connu. Donc il n'y a pas eu de capacité supplémentaire. Et il faut par exemple qu'à Cocody, nous ayons 1 ou 2 restaurants supplémentaires. Il faut que l'université d'Abobo à Diamé, en dehors des cités d'Abobo, puisse avoir un restaurant universitaire sur le campus. Donc le plaidoyer a été fait et nous avons entamé des discussions avec des partenaires qui vont nous faire des offres. Nous pensons que c'est le minimum à offrir à nos étudiants, leur permettre au moins d'avoir un repas correct et éviter que des gens soient obligés de quitter les amphis à 9h ou 10h pour aller s'aligner. Pendant 2 heures de temps avant d'être servi. Oui, c'est déplorable. D'accord. Monsieur le ministre, on ne pourra vous avoir sur ce plateau sans poser la question sur la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. On ne sait pas exactement quel est le statut de cette organisation. On dit dans la journée qu'elle est dissoute, la nuit on l'appelle pour discuter. La FESI est dissoute, elle est suspendue. Quel est son statut, monsieur le ministre? Non, non, au niveau de l'enseignement supérieur, le point que mon prédécesseur m'a fait n'a pas indiqué que la FESI est une organisation qui n'existe pas à l'université. La FESI existe, comme bien d'autres syndicats que je peux citer ici. Nous les avons reçus, les uns après les autres. Nous leur avons parlé, nous leur avons dit ce que nous souhaitons faire ensemble avec eux, ce que nous attendons d'eux comme effort pour que les études pour lesquelles ils sont à l'université, dans les grandes écoles publiques, se fassent dans des conditions correctes. L'adresse que nous faisons à une prise de conscience générale s'adresse aussi aux étudiants et je pense que pour le moment, nous sommes dans ce dialogue-là qui, je l'espère, va permettre de maintenir la paix sur le front social au niveau de l'université, éviter la violence et permettre que nous puissions, dans un dialogue franc, réunir les conditions pour vraiment redorer le blason de l'enseignement supérieur. Alors, je vous invite, monsieur le ministre, à vous intéresser à la gouvernance à l'université. Certains observateurs voient d'un mauvais œil que les universités soient confiées à des enseignants. Quelle est votre appréciation? Vous savez, après avoir été ministre de la Santé, c'est ce que j'avais connu aussi lorsque j'avais confié des hôpitaux à des médecins. On m'a dit que ce n'est pas leur vocation. Et évidemment, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'école de la vie. Il y a ce que vous apprenez, qui est votre profession, et puis il y a le sens du management. Et le sens du management, lorsqu'on l'a, il permet d'avoir un meilleur résultat avec les professionnels du secteur. Ceci dit, ça ne réussit pas à tout le monde. Pour le moment, l'État a fait l'option de confier la gestion des universités aux universitaires. Nous avons donc presque l'ensemble du dispositif qui fonctionne ainsi. Nous ferons le point et puis si nous sentons des faiblesses, peut-être que demain, pourquoi pas, je pense qu'il fut un moment où nous avons connu l'option de tout ce qui est pédagogique qui était confié à des universitaires et tout ce qui est management qui est ailleurs. J'ai vu le cadre dans les CHU, mais ça n'a pas conduit toujours au succès. Donc il faut évaluer tout cela et puis regarder patiemment et voir ce que ça donne comme résultat. Dominique? Oui, moi, je voudrais savoir pourquoi le gouvernement préfère, n'est-ce pas, la nomination des présidents d'université au lieu de leurs élections, comme l'exigent, n'est-ce pas, les syndicats.
C'est une décision qui a été prise dans un contexte particulier. La Côte d'Ivoire a connu les deux situations. Il y a eu des moments aussi où les enseignants désignaient les responsables des universités. Un bilan a été fait et puis il y a eu des circonstances particulières qui ont conduit à ce que nous faisons actuellement. L'État investit et à un moment donné, l'État s'est dit certainement que c'est en désignant ceux qui ont la responsabilité de la gestion des ressources qui sont allouées que nous aurons une meilleure maîtrise de la situation. Nous avons l'ambition de faire en sorte que les universités aillent vers leur autonomie. Et l'autonomie de l'université, c'est sa capacité aussi à produire des ressources propres. Et ça, nous devons y parvenir. Ça s'impose à nous parce que l'État n'aura pas les moyens de les faire fonctionner correctement. Lorsque nous allons nous rapprocher de ces choses, il est évident que l'État ne continuera pas de mettre à la tête les gens de son choix parce que justement l'université sera en train de contribuer à 30, 40 ou 60% de son budget de fonctionnement. Dernière question, Monsieur le ministre, qui vous donnera l'occasion de dire votre mot de fin. C'est une question de projection. Quelle est votre vision de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire? Ah oui, belle question qui me permet de dire que, vous avez vu, nous n'avons pas pu certainement aborder toutes les questions de notre secteur parce que justement ici, nous sommes au cœur de la formation de la ressource humaine pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le projet de l'émergence de la Côte d'Ivoire, du développement économique de la Côte d'Ivoire se fera avec des cadres de qualité. L'État y met le prix. Chaque ménage, chaque Ivoirien, qu'il soit étudiant ou parent d'étudiants, chacun doit faire l'effort pour que ici nous contribuions à mettre à la disposition de notre pays des ressources humaines qui assurent donc son développement. Pour cela, nous allons continuer de réformer, nous allons continuer de sensibiliser, nous allons continuer de faire le dialogue avec les étudiants, avec les enseignants, avec l'administration des établissements publics de l'enseignement supérieur et faire en sorte que nous parvenons donc à une université dont nous sommes fiers. Nous produisons déjà des résultats, mais nous pouvons faire mieux et je voudrais m'engager personnellement à poursuivre donc les efforts et à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que non seulement nous rapprochons donc l'enseignement supérieur des ménages, mais mieux que nous en améliorons la qualité tant au niveau du secteur public que du secteur privé qui est un soutien important pour notre dispositif d'enseignement supérieur. Merci, Monsieur le ministre. Vous l'avez entendu en début d'émission, plus de 600 milliards de francs CFA d'investissements prévus en 2019 et 2020 avec au bout une douzaine d'universités publiques décentralisées à l'horizon 2025. Le gouvernement ivoirien est résolument engagé à donner à l'enseignement supérieur un cachet spécial sur la route du développement. Les défis sont nombreux, ils sont liés à l'administration des ressources humaines, ils sont liés aussi aux moyens matériels. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec à sa tête son premier responsable, nous l'avons entendu ce soir, en a pleine conscience et travaille à cet effet. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir participé à ce plateau. Merci, Dominique Fadignon, de nous avoir accompagnés, tout comme Régis Kofi au téléphone. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de RTI1 Reçoit. Restez sur la chaîne qui rassemble.